quantique, c'est l'évolution d'une fonction d'onde dans la physique quantique classique. Ça fait appel aux notions de particules indivisibles et de dualité onde-corpuscule. L'équation de Dirac, ben, c'est un petit peu différent. En fait, ça décrit encore une fois une particule, c'est une évolution d'une fonction d'onde qui décrit une particule dotée de spin. Ça a des conséquences que j'ai mentionnées, l'existence de l'antimatière, la possibilité de créer de la matière aussi, parce que maintenant j'ai l'état E, l'état T plus grand que H bar égal MC2, donc je peux créer de la matière. La mécanique quantique, elle ne permet pas de créer de la matière. Hein. Donc la mécanique quantique, on sait qu'on doit l'abandonner parce qu'on ne sait pas créer de la matière. Il faut bien que j'ai une théorie qui me permette de créer de la matière. L'équation directe me permet de créer de la matière. Donc le fait d'unifier la relativité avec la mécanique quantique nous a emmené quelque chose de plus, la possibilité de créer de la matière. Et en fait, il y a une interprétation équivalente qui s'est imposée, où ce qu'on appelait la fonction d'onde, ce n'est pas une fonction d'onde, on l'interprète comme un champ. Et c'est une différence conceptuelle assez importante, en fait. Il n'y a pas de correspondance, disons, biunivoque entre les deux. Et ça s'obtient en quantifiant les champs classiques, par exemple le champ électromagnétique. Et ce qu'on décrit, c'est les perturbations, les interactions entre les champs. On parle de théorie des champs. Dans une théorie des champs, quand on décrit ou quand on calcule une collision, il n'y a pas de particules au départ. Il n'y a que des champs. Les particules les émergent comme le résultat du calcul, mais les particules ne sont pas mises dedans à la fin. Je dis que c'est une interprétation équivalente parce qu'il y a plusieurs façons de voir le problème. On peut s'imaginer qu'une interaction, quand je dis que c'est un échange de particules, on peut s'imaginer, ça a été ce que faisait quelqu'un comme Feynman avec une théorie qu'on appelle la théorie des intégrales de parcours, les path integrals, où on dit que la particule échangée, elle fait tous les parcours dans un espace virtuel, elle fait tous les parcours possibles, et c'est la somme de tous ces parcours qui donne l'interaction. On a plutôt une conception différente maintenant, où on dit, ben non, en fait, c'est un champ. Le champ, il est partout dans l'espace-temps. Et puis l'interaction, ben, c'est l'interaction entre ces champs. Et à la fin, effectivement, ce qu'on observe, c'est des oscillations de ces champs. Et les oscillations singulières, ce sont des particules, ce sont des objets qui sont indestructibles, ce sont des particules. En fait, c'est ce qu'on fait dans les calculs depuis 50 ans, mais c'est pas vraiment ce qu'on dit en général. On s'aperçoit vraiment que c'est probablement que l'univers sous-jacent, il est fait comme ça. Donc, l'interprétation en termes de champs, ben, c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui. Toutes les particules de la matière, les fermions, les bosons, ben, ce sont en fait des excitations de champs. La réalité sous-jacente fondamentale, ben, c'est ces champs. Ce sont des champs qui sont présents dans tout l'univers et qui peuvent osciller en chaque point et interagir entre eux. De ça, j'apprends quelque chose qui est vraiment, vraiment extrêmement intéressant, en fait. Parce que la première question qu'on s'est tous demandé, sûrement une fois dans sa vie, c'est pourquoi diable tous les électrons sont-ils pareils dans l'univers? Pourquoi tous les protons sont-ils pareils? Tous les quarks sont-ils pareils dans l'univers? Pourquoi d'ailleurs? Et en fait, la réponse est très simple, il y a un seul champ électron. Et tous les électrons sont pareils, c'est simplement les oscillations du même champ. Il y a un champ électron, et les oscillations sont nécessairement toutes pareilles, tous les électrons sont pareils dans l'univers. Ça a des conséquences aussi extrêmement importantes. Ça a des conséquences importantes parce que je peux tourner le problème à l'envers. Je vais vous le tourner à l'envers très, très facilement. Si vous essayez d'écrire une théorie de jauge d'électrons libres qui n'interagissent pas, en fait, vous n'y arrivez pas. Vous essayez d'écrire une théorie de jauge d'électrons libres qui n'interagissent pas, et comme les électrons sont identiques dans tout l'univers, automatiquement, pour réparer la théorie, vous n'arriverez pas, vous êtes obligé de réparer la théorie, vous êtes obligé d'introduire des interactions. En fait, on ne peut pas écrire une théorie des interactions des électrons libres dans l'univers si les électrons sont identiques. Donc, tout ça est fondamentalement relié et extrêmement profond et extrêmement intéressant. Donc, l'universalité des particules, le fait que les électrons sont exactement identiques dans l'univers, ben, c'est tous les quantas, ce sont tous des oscillations minimales d'un seul et même champ. Voilà. Donc, quand je parle de théorie des champs, c'est bien que je dois décrire tous les champs, et c'est l'interaction entre les champs qui me donne, c'est ce qu'on fait. On fait des calculs au CERN, on fait des calculs de théorie des champs, on fait interagir des champs. Voilà. En termes d'expérimental, à la fin, on voit toujours des particules. Il reste que sous-jacent dans le calcul, ce sont des champs, et on dit, tiens, c'est un basculement progressif vers une interprétation que vraiment la réalité sous-jacente, elle est faite comme ça. Donc les fluctuations du quantique du champ impliquent aussi que le vide, que les particules, l'absence de particules, disons, ben en fait c'est pas vide, ça contient une mer virtuelle de particules et d'antiparticules, un bouillonnement de champs qui oscillent de toutes les formes, et de temps en temps, ben, j'arrive à créer une onde, une oscillation suffisamment cohérente pour que ce soit une particule qui soit observable, mais sinon, ben, cette interaction virtuelle, ce sont des distorsions de ces champs, et quand je calcule les interactions, ben, je calcule comme ça ces distorsions de champs qui interagissent entre eux.
Voilà. Donc, les champs quantiques relativistes, je vais juste résumer, ça introduit un principe constructif qui est vraiment très très puissant dans le programme réductionniste. Ce sont en fait les champs quantiques qui créent et détruisent les particules. Les particules sont des excitations d'un champ. Les champs sont uniformes dans l'espace-temps, invariants sous translation. Les particules associées, ils ont les mêmes propriétés par définition. Et tous les univers, tous les électrons dans l'univers, ils ont la même propriété parce que ce sont tous les excitations de même champ quantique, le champ électron. Théorie des champs, modèle standard, ça consiste donc à décrire quels sont les champs de la théorie, et ce qu'on va faire, en fait, c'est ce à quoi je vais arriver. Théorie de jauge, symétrie de jauge. Symétrie de jauge émerge spontanément les interactions, et les interactions, c'est des interactions entre champs. Donc maintenant, vous savez pourquoi on dit que le modèle standard, c'est une théorie quantique des champs. Voilà, donc ça maintenant, je pense que c'est très clair. Donc, une propagation d'un électron, qu'est-ce que c'est que la propagation d'un électron? Voilà un électron qui se propage. Ça, c'est la vision classique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oh, ça vous allez être très simple en fait. L'électron, il se propage. C'est une oscillation de champ. Les champs se mélangent. L'électron, il excite le champ photon. Le champ photon, il se met à s'exciter. Le champ photon, il s'excite, et puis voilà, donc on voit un petit photon qui vient se brancher sur le champ électron. Et puis le champ photon, il oscille, et il excite le champ électron. Il excite le champ électron, il crée par exemple une paire virtuelle, électron-positron. Et ça se bouillonne et s'associe les uns les autres. Et en fait, ce qu'on décrit comme une petite particule qui crée une boucle virtuelle, qui crée une paire positron entre les électrons, c'est rien d'autre que ces champs qui bouillonnent et qui s'excitent les uns les autres. On a une vision de particules, on peut le calculer parce qu'à la fin, le calcul ressemble au calcul où on n'avait que ce petit truc-là, mais en fait, ça bouillonne de façon un petit peu plus complexe. Et c'est vraiment une intégrale sur les champs. Donc j'ai une propagation d'un photon, propagation d'un électron qui excite le champ, l'excitation perturbe son champ localement, et une perturbation se dissipe rapidement après avoir perturbé à son tour son champ, création d'une paire virtuelle. Voilà comment on voit un électron. Ce qui fait que vous comprenez, quand on regarde un électron de façon très fine, si j'essaie de regarder de près un électron, ça bouillonne, et plus je le regarde, plus ça bouillonne, parce que les champs aussi bouillonnent, et fait qu'il y a un nuage virtuel de bouillonnement perpétuel autour des particules élémentaires. Donc ça aussi, ça reprojette la notion de particules élémentaires de façon un petit peu différente. Il n'y a pas cette notion qu'on peut s'approcher d'un point infiniment près. Plus j'approche, plus ça bouillonne. Et ça, c'est absolument inévitable. Voilà. OK. Donc toutes les particules sont accompagnées de bouillonnement quantique qui peut être mis en évidence à petite distance. Ça a des conséquences physiques absolument mesurables. La théorie des champs, il se trouve que c'est, en tout cas pour l'instant, la seule et unique théorie cohérente qu'on connaît qui marie la relativité à la mécanique quantique. On n'en connaît pas d'autres. OK. J'ai dit que les bouillonnements de champs, ça se mesure. C'est juste deux petites choses que je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on a mesuré au collisionneur d'Euler. Ça, c'est ce qu'on a mesuré au collisionneur Hera. Ça, c'est l'interaction électromagnétique. Quand je vais vers la droite, je vais vers les hautes énergies, donc je vais vers les petites distances. Vous voyez que l'intensité de l'interaction électromagnétique augmente. Elle augmente parce que je pénètre ce nuage qui obscurcit quelque part la charge nue. Et en fait, la charge nue, du point de vue théorique, si vous imaginez qu'à la fin, il y a quand même une particule à un point de l'espace-temps, je vous ai dit que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, si on imagine quand même, elle est formellement infinie dans la théorie. En fait, si on fait des calculs de phénomènes électromagnétiques, on arrive toujours on fait apparaître partout des divergences et partout des infinis. Et en fait, on se débarrasse de ça en faisant ce qu'on appelle la renormalisation. On évite les divergences de la théorie. C'est plus simple, on se dit c'est pas grave, si je regarde un électron avec une certaine précision, avec une certaine résolution, je peux mesurer sa masse, je peux mesurer la charge, ça c'est un résultat expérimental. Je prends ce résultat expérimental, je le remets dans mes équations, et boum, toutes les infinis disparaissent. Je n'ai pas résolu le problème de la charge infinie qui est toujours là quelque part dans la théorie, mais je peux la faire disparaître parce que j'ai après tout une mesure. Il suffit d'oublier le fait que je cherchais à aller jusqu'à l'infiniment petit. En tout cas, j'ai une théorie qui est renormalisable. Donc la théorie, notre théorie, c'est ce qu'elle est. C'est une théorie quantique des champs renormalisable. Renormalisable, ça veut dire que j'ai pu mettre à la main dedans des observables expérimentaux, et à partir de là, je fixe l'échelle de la théorie, et là, je peux l'extrapoler à n'importe quelle distance. L'objectif, c'est donc d'avoir une théorie renormalisable, une théorie pour laquelle, par exemple, que je mesure à l'échelle du LHC, que je serais capable d'extrapoler éventuellement jusqu'à l'échelle de Planck. Donc ça, c'est un concept extrêmement important.
Je vous le dis, je prends un peu d'avance, sans quelque chose comme le champ de Higgs, il y a d'autres solutions éventuellement, mais sans quelque chose comme le boson ou le champ de Higgs, la théorie, le modèle standard n'est pas une théorie renormalisable. On pourrait se demander d'ailleurs, quelqu'un m'avait déjà demandé ça, mais à quoi ça sert de connaître l'origine de la masse? En fait, on ne peut pas se passer de résoudre ce problème-là. Quand on a conçu le LHC, on savait qu'on ne pouvait pas se passer de se résoudre ce problème-là. Indépendamment de tous les concepts dont je viens de parler, le modèle standard, on fixe les paramètres et on regarde si c'est une théorie renormalisable. On voit que ça peut l'être, mais si je ne fais rien, si je n'introduis pas de structure additionnelle, comme par exemple le boson de Higgs, on peut calculer, on peut montrer que la théorie s'écroule à l'échelle du TeV. Elle a des résultats absurdes. Elle prédit des collisions qui peuvent se produire à plus que 100% de probabilité, par exemple. Donc la théorie devient absurde à l'échelle du TeV. Quand on a conçu le LHC, c'était sur cette base-là.